La conférence de presse de ce jour vise à éclairer l'opinion publique sur certains dossiers ayant fait l'objet d'investigations suivies de poursuites judiciaires dans mon parquet. Il s'agit notamment des dossiers Bouddha Jean-Claude, ancien ministre de la Défense, le dossier Groupement de sécurité et de protection républicaine, GSPR, le dossier Agence, Conseil et de maîtrise d'ouvrage, Accommode, le dossier Kaboré William Alassane, directeur général adjoint des douanes, et le dossier dit affaire des 70 millions de francs CFA en lien avec l'article du journal L'événement intitulé Poursuite judiciaire contre le maire de Ouagadougou. Des magistrats sollicitent 70 millions de francs CFA pour classer le dossier. J'ai cité. Mesdames et messieurs, pour ce qui concerne le premier dossier, le dossier donc de l'ex-ministre de la Défense, nous avons été saisis le 4 mai 2020 d'un rapport sur le fondement de l'article 69 de la loi numéro 016-2016 qui nous oblige à saisir un juge d'instruction en vue d'une information judiciaire sur les faits de faux et usage de faux en écriture privée, de fausses déclarations d'intérêt et de patrimoine, de délits d'apparence et blanchiment de capitaux. À ce rapport ont été joints les procès-verbaux de l'enquête diligentée par la section de recherche de la gendarmerie de Ouagadougou. Cette gendarmerie saisie par le parquet suite à une plainte du réseau national de lutte anticorruption RENLAC en date du 26 avril 2019. Il ressort du rapport ainsi que des pièces jointes que M. Bouddha Jean-Claude, avec un salaire mensuel d'1 023 320 francs CFA, s'est constitué en 3 ans un patrimoine immobilier d'un montant provisoire de 252 845 115 francs CFA, qu'il ne parvient pas à justifier au regard de ses revenus licites. Mais interpellé sur la valeur de ses investissements immobiliers en lien avec ses revenus, le mis en cause soutient qu'ils ont été financés par ses ressources propres, licites et traçables, ainsi que les donations de certains membres de sa famille, à hauteur de 205 373 400 francs CFA. En plus, conformément à ces déclarations tendant à établir la licéité de ces investissements immobiliers, le mis en cause produisait des pièces qui attestent de l'existence de transactions notamment immobilières, à savoir la vente d'un verger de 15 hectares ayant généré un revenu de 52 500 000 francs CFA, l'apport en nature de certains membres de sa famille à hauteur de 68 438 000 francs CFA, les documents produits pour justifier des apports ne semblent pas avoir une force probante, ce qui laisse penser à de faux documents établis à dessein pour les besoins donc de la cause. Du reste, M. Bouddha a soutenu l'existence de certains apports, tant en nature qu'en numéraire, sans pouvoir en apporter donc la preuve. Au-delà de ces pièces justificatives dont l'authenticité est suspecte, il a été constaté une disproportion entre le patrimoine déclaré, conformément à l'article 30 de la loi 04-2015, et le patrimoine constaté. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que pour accumuler un patrimoine de 252 845 115 francs CFA en 3 ans de fonction ministérielle, il devrait avoir un revenu mensuel de 7 023 475 francs CFA, alors qu'il avait un salaire de 1 23 320 francs CFA. Cette situation laisse penser
qu'il a économisé plus que son salaire mensuel et laisse entrevoir des faits de délit d'apparence et de blanchiment de capitaux. À la réception du réquisitoire introductif, le juge d'instruction a rendu une ordonnance aux fins d'incompétence partielle en ce qui concerne les faits de fausse déclaration d'intérêt et de patrimoine. En effet, cette ordonnance du juge d'instruction, acquiescée tant par le parquet que par le mis en cause lui-même, relève que le privilège de juridiction accordé au ministre en vertu de l'article 138 de la Constitution ne concerne que les infractions commises dans l'exercice et à l'occasion de l'exercice des fonctions ministérielles. Ainsi, le bénéfice de ce privilège est fondé d'une part sur les critères organiques en raison de la qualité de ministre actuel ou passé et d'autre part sur des critères matériels tenant compte de l'accomplissement de l'acte dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de la fonction ministérielle. Ces infractions donc rattachables à l'exercice de fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ne résultent pas intentionnellement et principalement de la volonté d'un ministre dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, contrairement aux faits de faux et usage de faux en écriture privée, de délits d'apparence et de blanchiment de capitaux et toute autre infraction commise intentionnellement et exclusivement par le ministre dans un intérêt personnel. M. Bouddha était donc poursuivi par le juge d'instruction et mis sous mandat de dépôt le 26 mai 2020. Mesdames et messieurs les journalistes, s'agissant du dossier du groupement de sécurité et de protection républicaine, GSPR, ce dossier a été révélé par un journal de la place, en l'occurrence le journal Mutation. Donc il est reproché à certains agents d'établir de faux ordres de mission pour se faire payer des frais pour des missions qui n'ont pas été réalisées. Suite à la dénonciation par voie de presse donc, une enquête a été ouverte à mon parquet sur instruction de monsieur le procureur général. Dans le cadre de l'enquête, la secrétaire générale de la présidence du FASO, le directeur administratif et financier de la présidence du FASO et le commandant de la GSPR ainsi que certains de ces éléments ont été entendus. Cette enquête a permis de confirmer l'écrit du journal quant à l'existence de faux ordres de mission ayant donné lieu à des paiements de frais à certains éléments du GSPR. Il est aussi ressorti de cette enquête, qui a corroboré du reste les faits dénoncés dans la presse, que des éléments ont fait des demandes d'ordre de mission, puis obtenu des ordres de mission qui leur ont donc permis de se faire payer indûment parce qu'aucune mission n'avait été effectuée. Les éléments incriminés, tous gendarmes, reconnaissent les faits et disent avoir perçu des montants variant entre 700 000 francs et 1 480 000 francs CFA. Ces frais de mission ont été perçus par les agents commanditaires au détriment de ceux-là même dont les noms figurent sur les ordres fictifs de mission, ces derniers se contentant de gratification. Au total, 7 ordres de mission réguliers ont été établis et ont abouti à la perception de la somme de 5 334 000 francs CFA. Ces faits recouvrent la qualification des infractions de faux en écriture publique, usage de faux en écriture publique, escroquerie, blanchiment de capitaux et complicité. Les poursuites ont été donc exercées et le dossier est en attente de programmation. Mesdames et messieurs les journalistes, pour ce qui concerne le dossier de l'Agence de conseil et de maîtrise d'ouvrage, en abrégé ACOMODE, dénoncé par voie de presse, notamment dans le journal Courrier confidentiel, mon parquet a saisi la division de la police économique et financière le 28 avril 2020 en vue d'une enquête circonstanciée. L'enquête révèle que le directeur général de l'ACOMODE a autorisé la passation de 2 marchés publics
au profit de son épouse à travers un groupement de soumissionnaires. Il en est de même pour l'ex-président du conseil d'administration de la Commode en la personne de M. Sankara Moussa, bénéficiaire effectif de l'entreprise 2R qui a été attributaire d'un marché de 155 704 000 francs CFA. Dans l'un ou l'autre cas, la situation administrative du DG de la Commode et du président du conseil d'administration ne permettait pas respectivement le groupement dont la société de contrôle et d'étude des travaux d'expertise de l'épouse louée, épouse donc du directeur général, dont donc cette entreprise est partie, ni à cette entreprise, encore moins à la société 2R, donc dont est bénéficiaire effectif le président du conseil d'administration. Aucune de ces deux entreprises ne devait être attributaire de marché de la part de l'agence Acommode. Nous avons requis, par conséquent, l'ouverture d'une information judiciaire pour favoritisme, conflit d'intérêts, simulation illicite et blanchiment de capitaux. Contre le DG de la Commode, le président du conseil d'administration de la Commode, ainsi que le nommé Sanou Ibrahim, et cette personne ayant donc représenté la société 2A dans le contrat qui a lié cette société à la Commode. Le juge d'instruction a déjà donc mis en examen le DG de la Commode sans le placer en détention provisoire, contrairement à nos réquisitions. L'ex-président du conseil d'administration, M. Sankara Moussa et Sanou Ibrahim, seront bientôt aussi mis en examen dans les prochains jours. Mesdames et messieurs les journalistes, concernant le dossier Kaboré William Alassane, actuel directeur général adjoint de la douane, nous avons reçu un procès verbal d'enquête du commissariat central de police de la ville de Ouagadougou. Ce commissariat avait été saisi par l'autorité supérieure de contrôle d'État ASELC, à qui des faits reprochés aux mises en cause ont été dénoncés. Des investigations menées par le commissariat central, il ressort que M. Kaboré William Alassane a, par une simulation illicite, utilisé M. Kaboré Christophe Anne en vue de l'achat et la mise en valeur de 15 parcelles dans la ville de Ouagadougou, dont le montant cumulé serait d'1,3 milliard de francs CFA. Le mis en examen a aussi usurpé l'identité d'un certain Silla Salif pour acheter 655 tonnes de ciment et pour la construction de plusieurs immeubles. Au-delà de ces investissements sous le couvert d'autrui, M. Kaboré William Alassane a fait des transferts de fonds dont il n'arrive pas à justifier ni l'origine ni la nécessité. Des procès-verbaux et autres pièces du dossier laissent entrevoir que M. Kaboré est probablement le bénéficiaire effectif des biens, tant en son nom que par prête-nom, dont ces revenus licites ne peuvent pas permettre la justification aucune. Du reste, le recours au prête-nom atteste que l'intéressé est conscient de la disproportion manifeste entre ses revenus et ses avoirs. Le parquet a demandé l'ouverture d'une information judiciaire contre M. Kaboré William Alassane, son épouse et M. Silla Salif. Tous les trois ont été mis en examen. Ils n'ont pas été mis sous mandat de dépôt, mais sous contrôle judiciaire pour des faits d'enrichissement illicite, de délit d'apparence et de blanchiment de capitaux. Messieurs et mesdames les journalistes, concernant l'affaire dite des 70 millions, le journal L'Événement, dans sa parution du 10 juin 2020, publiait un article intitulé, je cite, « Poursuite judiciaire contre le maire de Ouagadougou.
des magistrats sollicitent 70 millions de francs CFA pour classer le dossier. Cet article rapportait que le sieur Bagayan Alassane et les magistrats Sawadgo Narcisse et Bonkungu Dieudonné ont tenté de convaincre le maire de Ouagadougou qu'ils étaient à mesure de manœuvrer pour faire classer le dossier dit des 77 véhicules contre le versement de la somme de 70 millions de francs CFA. Le ministère public a ouvert une enquête à parquet dès le lendemain. La dite enquête a permis d'établir les faits en ce qui concerne le magistrat Sawadgo Narcisse et M. Bagayan Alassane. Par contre, l'enquête n'a pas permis de relever des éléments à charge contre le magistrat Bonkungu Dieudonné, cité donc dans l'article du journal. M. Sawadgo Narcisse et Bagayan Alassane ont déclaré avoir été approchés par le maire en vue d'intervenir auprès des magistrats pour faire classer son dossier sans suite. Avant que Sawadgo Narcisse, contrairement à Bagayan Alassane, ne reconnaissent par la suite donc, au cours des interrogatoires de confrontation avec le maire, que c'est plutôt eux qui sont entrés en contact avec le maire pour lui proposer leur service. Du reste, de l'audition du maire, il ressort qu'il a eu affaire au magistrat Sawadgo Narcisse, Bagayan Alassane et à M. Sané Moussa. Ce dernier s'étant contenté de le mettre en contact avec Bagayan Alassane à la demande donc de Bagayan Alassane lui-même. Outre l'article du journal, il ressort de certains enregistrements audio effectués par le maire que des magistrats chargés ou non du dossier ont été approchés par Sawadgo Narcisse et son acolyte Bagayan Alassane. Il est déclaré à tort par Sawadgo Narcisse que le juge d'instruction Kwanda Daouda est chargé du dossier, alors que, à ce stade, aucun juge d'instruction n'est saisi du dossier. Le dossier est toujours en cours d'enquête au parquet. Alors, par ailleurs, le magistrat Sawadgo Narcisse a déclaré qu'il a contacté le doyen des juges d'instruction, le sieur Zerbo Émile, son promotionnaire à l'ENAM et supérieur hiérarchique du juge Kwanda, en faisant croire qu'ils avaient le soutien de ce dernier dans leur manœuvre. À l'instar donc du substitut général Bonkungu Dieudonné, qui a été entendu et contre qui il n'y a aucun élément probant, le doyen des juges d'instruction Zerbo Émile et le juge d'instruction Kwanda Daouda ont été aussi entendus. Il est ressorti clairement qu'ils n'étaient ni directement ni indirectement au courant de cette entreprise illégale. À la clôture de l'enquête, aucune charge n'a été retenue contre Sané Moussa. Par contre, Sawadgo Narcisse et Bagayan Alassane, qui du reste reconnaissent les faits, de même que le contenu des enregistrements audio effectués par le maire, ont été poursuivis pour tentative d'escroquerie et pour diffamation suivant la procédure de flagrant délit. La poursuite de l'infraction de diffamation contre eux fait suite aux plaintes de M. Bonkungu Dieudonné, M. Zerbo Émile et M. Kwanda Daouda. M. Sawadgo Narcisse, en raison de sa qualité de magistrat, bénéficie d'un privilège de juridiction conformément à l'article 523.1 et 3 du Code de procédure pénale. En conséquence, nous avons formulé une requête à la Chambre criminelle de la Cour de cassation à l'effet de désigner la juridiction de jugement. Mesdames et messieurs les journalistes, je voudrais rappeler que le besoin de communiquer de temps en temps sur certains dossiers procède à la fois
d'une transparence voulue par nous et aussi d'une nécessité d'informer les populations, mais il doit être scrupuleusement fait suivant l'observation des principes procéduraux, notamment la présomption d'innocence. C'est donc dire que toutes ces personnes mises en cause dans ces différentes affaires jouissent de la présomption d'innocence. Car ce n'est qu'à la clôture de l'information judiciaire, menée à charge et à décharge, que les personnes poursuivies comparaîtront éventuellement devant un tribunal indépendant et impartial, toute chose que nous appelons de nos vœux dans un délai raisonnable. C'est aussi le lieu pour nous de remercier et féliciter et encourager tous les médias, notamment les médias d'investigation, pour le travail abattu, nonobstant certaines difficultés que nous n'ignorons pas. Je suis plus que jamais convaincu que les médias d'investigation républicains constituent un collaborateur incontournable de la justice et de l'état de droit dans le cadre de la répression des infractions économiques et financières. Je m'engage avec mon parquet à travailler à ce que l'effort consenti par les médias d'investigation ainsi que toutes les structures publiques ou privées qui luttent pour la bonne gouvernance dans notre pays ne soit pas vain. Bien évidemment, avec le concours de mes officiers de police judiciaire, qu'ils soient de la police et de la gendarmerie, à qui il convient de rendre hommage pour le travail abattu, avec donc mes OPJ, sans oublier l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, qui a cette qualité aussi, nous ne ménagerons aucun effort pour élucider, enquêter, afin d'éviter la délation sur toutes les dénonciations en général et celles par voie de presse en particulier. Pour ce faire, nous savons compter sur le civisme constant des populations ainsi que les médias à dénoncer les actes de mauvaise gouvernance à la justice et à la presse, sur l'appui matériel et humain que nous sommes en droit d'attendre du ministère de la Justice en vue d'une célérité dans les enquêtes, dans les poursuites, dans les instructions et dans les jugements des affaires de crimes économiques et financiers. Messieurs et mesdames les journalistes, tout en vous remerciant pour votre attention soutenue, je me tiens avec mon parquet à votre disposition pour apporter des éléments de réponse à vos éventuelles questions d'éclaircissement. Pourquoi le maire est en liberté et pas les autres? Alors, vous avez dû, à l'écoute de notre déclaration liminaire, entendre l'infraction que nous avons visée dans le cadre de cette affaire. Les éléments à notre possession nous permettent de qualifier ces faits de tentative d'escroquerie et de diffamation. Au regard de la nature de l'infraction, dans la tentative d'escroquerie, nous avons d'une part des acteurs et d'autre part des victimes. Vous comprenez donc que dans cette affaire, la victime présumée est le maire et les acteurs de l'infraction, ce sont les personnes qui sont actuellement poursuivies et sous mandat de dépôt. Voilà pourquoi nous n'avons pas décerné ni une garde à vue, encore moins un mandat de dépôt contre le maire dans cette affaire. Monsieur Koumbem Idrissa de Radio Liberté veut savoir pourquoi rien n'est fait dans l'affaire des 117 véhicules. Je l'ai dit, à la suite donc de la publication d'un journal d'investigation de la place,
nous avons ouvert une enquête à parquet et je vous dis que l'enquête est toujours en cours. Vous n'êtes pas sans savoir que ce genre de dossier présente une certaine complexité. Nous allons lentement, mais nous pensons sûrement. Nous avons l'appui dans ce dossier de l'autorité supérieure de contrôle de l'État ASE-LC qui, dans la mesure des compétences qu'elle a en son niveau, va nous apporter donc sa contribution pour l'avancée de ce dossier. Donc, en résumé, le dossier des 77 véhicules est toujours en cours au niveau de notre parquet. Du reste, je l'ai dit, dans l'affaire des 70 millions, ce dossier est au parquet et en aucun moment, jusqu'à présent, aucun juge d'instruction n'a encore été saisi. Monsieur Ouedraogo Omar de lefaso.net demande à savoir ce que représente l'enregistrement par rapport donc à sa crédibilité. Alors, nous sommes en matière pénale où les preuves sont libres. Du reste, nous l'avons dit, les personnes mises en cause reconnaissent leur voix dans les enregistrements, reconnaissent le contenu de l'enregistrement. Et nous, comme je l'ai dit, c'est un outil de preuve et en matière pénale, nous sommes fondés à l'utiliser pour faire avancer rapidement notre enquête. C'est ce que nous avons fait et nous attendons sereinement donc que ce dossier puisse être amené devant une juridiction de jugement. Ouedraogo Omar de lefaso.net veut savoir pourquoi dans le dossier Bouddha, ce n'est pas la haute cour de justice qui est saisie. Je vous sais très attentif lors donc de la lecture de la déclaration liminaire. Vous avez certainement compris que nous avons tenu le raisonnement suivant. Pour que la haute cour de justice soit compétente, il faut que le membre du gouvernement incriminé ait agi dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Donc, tant qu'il n'agit pas dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, nous considérons que c'est la juridiction de droit commun qui est compétente. Du reste, vous l'avez aussi suivi, nous avons visé des infractions dont la déclaration inexacte de patrimoine. C'est une obligation qui pèse sur les membres du gouvernement de déclarer leurs biens au niveau de l'ASE-LC dès leur entrée donc en fonction. Il est ressorti qu'entre la déclaration faite par M. Bouddha au niveau de l'ASE-LC et la réalité de ses avoirs, il y a un gap. Et cela constitue une infraction. Le juge a dit, moi, juge d'instruction du TGI de Ouagadougou, juge de droit commun d'instruction, je ne suis pas compétent pour connaître de cette affaire parce qu'il a fallu qu'il soit ministre pour qu'on lui exige donc la déclaration de biens. Par conséquent, cet acte de déclaration de biens est intimement rattaché à la qualité de ministre de M. Bouddha. Donc, une infraction qui donc serait née de cette déclaration est, du point de vue du juge, directement une infraction dont pour laquelle serait compétente la haute cour de justice. Comme on l'a dit, et le parquet et les prévenus désormais mis en examen n'ont pas discuté cette ordonnance du juge. Le juge a raisonné en disant qu'il n'est pas compétent pour donc, la fausse déclaration de patrimoine. A contrario, l'est-il pour toutes les autres infractions. Et aucune des parties n'a trouvé à redire face à cette ordonnance du juge. Le maire n'a pas porté plainte pour tentative d'escroquerie. Ce que je peux dire en plus de cela, c'est que la tentative d'escroquerie, tout comme l'escroquerie elle-même, ne sont pas des infractions dont la poursuite est subordonnée à une plainte. Contrairement à la diffamation, qui est une infraction dont la poursuite est subordonnée à la plainte de la victime. Parce qu'on estime que cette dernière est seule à pouvoir apprécier jusqu'à quel niveau il a été touché dans son honneur et sa considération par
donc les propos diffamatoires. M. Woba est inquiet face aux propos d'une personne qui a parlé donc dans l'audio et qui a fait ressortir que ils vont nuire au journal. Je voudrais vous rassurer que tout le parquet et moi-même, nous avons écouté avec l'attention nécessaire les enregistrements. Et tout ce qui a été dit là-bas nous intéresse en tant que parquet. Maintenant, il y a ce qui est évident, ce sur quoi on peut agir et on doit agir vite, et il y a le reste. Donc nous continuons toujours de l'écouter, pour ne pas dire le ressasser, mais nous sommes dans une disposition d'esprit à exploiter tout le contenu donc de cet enregistrement. Monsieur Médard de Info à 4 revient pour s'inquiéter donc des propos sur la déstabilisation de la justice. Je pense que ça rentre dans la même, dans la même réponse que je viens de donner à monsieur Woba. Nous intéressons à tout ce qui a été dit dans l'audio, étant entendu que nous sommes des magistrats, nous sommes des juristes. Pour poursuivre une infraction, il faut qu'il y ait des éléments constitutifs de l'infraction. Et donc, au-delà des éléments constitutifs, vous avez les éléments matériels et les éléments intentionnels, en plus des éléments donc, liés donc, à la loi applicable. Nous allons prendre en compte tous ces aspects, et chaque fois qu'un fait peut avoir qualification d'infraction, alors nous allons aviser et appliquer donc les prérogatives qui sont les nôtres. Monsieur Médard parle des pressions sur certains dossiers. Bon, je ne sais pas si c'est une affirmation, mais en tout cas, nous travaillons sereinement sur les dossiers que nous avons sur notre bureau. Nous avons des dossiers qui sont à l'instruction, et en tant que ministère public, nous avons une part dans le fonctionnement des dossiers d'instruction. Nous avons aussi des dossiers qui sont en cours d'enquête dans notre parquet, et nous fonctionnons normalement. Et quant aux pressions, eh bien, s'il y a des actes de nature à recevoir la qualification d'infraction, comme je l'ai dit, nous sommes là. Le ministère public, l'une de ses attributions fondamentales, ce sont les poursuites, en les exerçant dans le cadre légal tel que prévu par la loi. Donc, si pression il y a, si elle prend une forme qui peut recevoir qualification pénale, nous aviserons et nous ferons ce qui est nécessaire. Et M. Médard aussi parlait donc des pressions. Bon, quelle infraction? On vient de me signaler que l'infraction qui peut être retenue, c'est l'obstruction. Voilà. Donc, s'il y a des éléments matériels, techniquement, qui font ressortir qu'il y a obstruction donc à la justice, alors nous aviserons et nous exercerons nos prérogatives. Monsieur Boundané, Yaya Boundané, de quel média déjà? Filsar. Vous voulez savoir exactement les infractions, c'est-à-dire les peines encourues. Donc pour les infractions, l'escroquerie est prévue et punie par les articles 613-1 et 2 du Code pénal. Quant à la diffamation, il faut aller chercher au niveau des articles 524-1, 4 et 5. Alors, donc, nous sommes là en présence de ce qu'on appelle un cumul réel d'infractions qui va faire en sorte qu'on va retenir la peine la plus grave. Et en l'espèce, c'est l'infraction d'escroquerie qui est punie d'une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans. Voilà, ce sont les dispositions légales et il s'agit là de la peine prévue en matière d'infraction d'escroquerie. Je vous remercie pour votre attention.